Je vais passer la parole à Madame Sarah Sfersi. Oui. Madame Sarah Sfersi, bonjour. Donc Sarah Sfersi qui nous vient de Sousse, doctorante à la faculté de droit et des sciences politiques de Sousse. Donc Madame Sarah va intervenir en langue française sur la protection internationale de l'environnement en temps de conflit armé, le cas du conflit israélo-palestinien. Le philosophe grec Aristote a écrit dans son ouvrage intitulé Politique, « Ce qui est commun au plus grand nombre fait l'objet de soins les moins attentifs. L'homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre et la tendance de négliger ce qui lui est en commun. » Et c'est là l'environ l'un des valeurs ou des choses communes entre les humains. Conflit armé et environnement sont deux notions a priori incompatibles, toutefois en interaction certaine. Comme il existe entre ces deux notions des interdépendances porteuses de paix, il y en a celles porteuses de problèmes. Si les atteintes à l'environnement sont de nature à provoquer des conflits complexes, voire des conflits armés, ces conflits armés entretiennent également un lien non moins éminent avec l'environnement. Il est généralement admis que les conflits armés entraînent des dommages environnementaux considérables, voire irréversibles. Et c'est dans cette indignation que provoque l'acte dommageable à l'environnement que se réveillent et s'enchaînent les réactions juridiques, scientifiques, politiques et voire intellectuelles. C'est dans ce cadre-là qu'on propose aujourd'hui d'étudier la protection internationale de l'environnement en temps de conflit armé, une étude qui est axée particulièrement sur le cas du conflit israélo-palestinien. Évidemment, il importe, avant d'avancer dans l'analyse, de s'arrêter sur les notions clés de ce sujet, à savoir l'environnement, considéré par M. Michel Prieur comme une notion caméléon. Elle a été donc définie dans plusieurs conventions, en tant que il comprend par exemple les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage culturel et les aspects caractéristiques du paysage. Aussi, la CIJ, elle a défini dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 l'environnement. Quant à la définition officielle de la protection internationale ou la protection de l'environnement, bien qu'elle figure à maintes reprises dans plusieurs textes internationaux, professeur Mollard-Bonlier, il la considère comme difficile à élaborer, dangereuse et inutile. S'agissant maintenant du terme conflit armé, en retenant le critère de recours à la force, la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans l'affaire Tadic, a donné la définition suivante. Un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État. Historiquement, la guerre du Vietnam fut le premier tournant de la prise de conscience internationale de la débâcle environnementale. S'il vous plaît, vous pouvez passer. Lors de ce conflit armé, il y a eu instrumentalisation de l'environnement par les États-Unis d'Amérique, devenu moyen de guerre et objet essentiel de la stratégie militaire. En 10 ans, l'armée américaine a déversé sur le pays environ 70 millions de litres d'herbicides, détruisant plus de 3 millions d'hectares de forêts et de terres cultivables. Un autre exemple non moins important, celui du conflit, de la guerre de Golfe. Durant ce conflit, les forces irakiennes ont incendié plus de 600 puits de pétrole au Koweït, libérant d'énormes quantités de produits chimiques dans l'atmosphère. Des décennies passées, l'humanité ne doit jamais oublier les images macabres des pillages et des destructions du patrimoine culturel, des destructions de barrages, des inondations provoquées et des abattages massifs de forêts, de la pollution, de la laideur, de la suie, de bruit et des états psychologiques qui en résultent pour l'homme, notamment pour nos frères palestiniens. Certains juristes ont exprimé
un enthousiasme en faveur de l'élaboration d'une nouvelle convention de Genève, une 5e, qui sera un nouvel instrument spécifique à la protection de l'environnement en temps de conflit armé. À l'évidence, la guerre qui, selon René Cassin, la négation même de l'existence de l'homme, exerce une action intrinsèquement liée à l'environnement, une action dévastatrice. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la violence du bilan écologique de la guerre à Palestine propulse au devant de la scène internationale les craintes liées à la protection de l'environnement, laquelle protection est visiblement défaillante. D'où la question qui se pose, comment se manifeste cette défaillante protection internationale de l'environnement en temps de conflit armé israélo-palestinien? Donc, une pléthore normative internationale violée, mais aussi une difficile mise en œuvre de la responsabilité internationale. On assiste depuis le siècle dernier à un foisonnement normatif en matière de protection de l'environnement, notamment en période de conflit armé, tant directement qu'indirectement. En dépit de cela, cette pléthore normative des règles de DIH ou de DIE, le droit international de l'environnement, n'a jamais été respectée par les forces de l'occupation. S'agissant maintenant des manquements aux règles de DIH, ce qui vaut pour la paix est a fortiori valable pour les mêmes conditions dans les conflits armés. N'est-il pas vrai que l'environnement fait l'objet de menaces en temps normal, c'est-à-dire en temps de paix? Alors que dire pour la protection que dire des actes de violence et de guerre engendrant d'irréparables dommages à l'environnement? C'est la raison pour laquelle le DIH a introduit des dispositions sur cette protection. S'agissant de la Convention ENMOD, cette convention, elle représente un progrès certain. Elle engage les États parties à ne pas utiliser à des fins militaires ou toute autre fin hostile des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves en tant que moyen de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à un autre État. Or, Israël a mené des politiques de colonisation dans le territoire palestinien, ce qui a entraîné la construction de colonies juives, voilà la photo, où les Palestiniens vivent également. Ce développement a sans doute modifié le paysage naturel palestinien, y compris la déforestation, la démolition des terres agricoles, etc. S'agissant du protocole premier de 1977, ce sont précisément ces articles 35, paragraphes 3 et 55 qui consacrent directement une protection spéciale à l'environnement naturel. L'article 35, il consacre sans équivoque le principe de l'interdiction du recours à la guerre écologique. Bien qu'il interdit également les mêmes dommages, l'article 55, du fait de son emplacement dans le protocole, dans le chapitre 3 consacré aux biens à caractère civil, il adopte une autre approche qu'on peut qualifier d'anthropocentrique. Il met l'accent plutôt sur les effets des atteintes à l'environnement, sur la santé et la survie de la population. On constate donc qu'Israël où les forces de l'occupation poursuivent ces actes de barbarie contre la nature et le vivant, en plus du largage de milliers de tonnes de bombes et d'explosifs à effet dévastateur pour l'environnement. L'occupation mène depuis des décennies une guerre en eau et assoiffe les Palestiniens. D'autre part, plusieurs observateurs internationaux et des experts ont certifié que les forces militaires d'Israël avaient largué du phosphate blanc sur la bande de Gaza, violant ainsi le DIH. Voilà la photo aussi. Cette substance toxique, elle est proscrite par le DIH, en particulier par la Convention de Genève du 10 octobre 1980. Donc, de tout ce qui précède, il est largement admis que les forces de l'occupation ont toujours fait fi des règles du droit international humanitaire, et notamment des obligations qui découlent du protocole et de la Convention ENMOD. S'agissant des empreintes qui sont des empreintes au droit international de l'environnement, avant d'exposer les violations de ces règles applicables aux conflits armés, il sera judicieux de fournir une précision. Depuis des années, on assiste à une tendance en droit international à étendre l'application du DIE, supposée être applicable seulement en temps de paix, aux atteintes pouvant survenir en temps de conflit armé.
Ici, il est intéressant de rappeler deux exemples remarquables qui affirment le fait que le DIE ne s'éclipse pas plutôt après le déclenchement du conflit armé. Dans l'affaire relative aux activités armées sur le territoire du Congo, la République démocratique du Congo a saisi la CIJ pour dénoncer la destruction de la faune et de la flore par le Rwanda en s'appuyant sur les traités de DIE, comme la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, bien qu'elle fait silence sur son application pendant les guerres. Au sujet de la protection du patrimoine culturel palestinien, le bilan de la guerre israélo-palestinienne est catastrophique sur ce plan. La Convention de 1954 fixe les devoirs des États dont l'identification et la protection des sites potentiels. Et en 2023, Palestine comptait 4 biens inscrits. Or, en pratique, tous ces biens culturels classés à valeur exceptionnelle, par exemple la terre des olives et des vignes bâtir, tel est Sultan, ils étaient ravagés. Ils ont fait l'objet d'actes de vandalisme et de modification dans les infrastructures par les Israéliens. Le 8 décembre aussi, un monument historique important, symbole religieux de Palestine, a été réduit en ruine, à savoir la grande mosquée Al-Umari. Toutes ces destructions délibérées de monuments, de lieux de culte, de bibliothèques, etc., demeurent la forme la plus répugnante de ces destructions. Elles sont assimilées par certains auteurs à une sorte de nettoyage, disons, culturel, car en réalité, ces pratiques barbares visent à effacer tous les symboles, malheureusement, matériels du peuple palestinien. À ce terrible drame culturel, que représente certainement une perte pour tous les peuples du monde, s'ajoutent aussi les violations liées à la bataille de l'eau, plutôt, qui revêt un caractère géopolitique certain. Selon la Banque mondiale, 90% de l'eau en Cisjordanie est utilisée au profit d'Israël. Les Palestiniens ne disposent que de 10% restants. Cette exploitation illicite des ressources palestiniennes en eau, aussi en gaz naturel, constitue une violation claire et nette du DIE et plus précisément du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles selon lequel l'État palestinien, normalement, dispose d'une souveraineté totale. Passons maintenant à la difficile mise en œuvre de la responsabilité internationale en cas d'atteinte à l'environnement. Comme l'a judicieusement affirmé la Cour internationale de justice, la responsabilité est le corollaire nécessaire du droit. Si certains estiment que la solution est de renforcer la dimension préventive de la protection internationale de l'environnement en temps de conflit armé, par le biais des traités de DIH ou des DIE, d'autres préconisent en revanche la mise en cause de la responsabilité internationale des sujets de droit pour des dommages causés à l'environnement pendant ces hostilités. Cette responsabilité semble être un moyen efficace en mesure de circonscrire les violations des principes et des règles du droit. S'agissant de la responsabilité internationale pour atteinte à l'environnement, la déclaration de Stockholm, elle prévoit dans son article 22 que les États doivent coopérer et développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution, des autres dommages écologiques, que les activités menées dans les limites de la juridiction. Cette disposition est d'une importance capitale et doit être considérée comme fondement de la responsabilité d'Israël pour atteinte à l'environnement. Cette responsabilité internationale peut être engagée du seul fait de l'illicité et quelles que soient les conséquences dommageables. En fait, conformément au projet d'article de la CDI sur la responsabilité internationale, un État engage sa responsabilité dès qu'il commet un fait internationalement illicite. Donc, en se basant sur cette formule de la CDI, on peut dégager 2 éléments de cette responsabilité. En premier lieu, le fait internationalement illicite, et en deuxième lieu, l'imputabilité de ce fait à l'État, à savoir Israël.
Donc, c'est dans ce cadre-là que se pose le problème d'identifier le fondement de cette responsabilité. Le jus in bello, en cas de violation, ou aussi le jus ad bellum, peuvent servir de fondement pour cette responsabilité, rendant le belligérant illicite contraint à réparer les dommages dus à sa violation, sans tenir même compte de leur légalité ou non au regard du jus in bello. L'article 91 du protocole de 1976, selon lequel la partie au conflit qui violerait des dispositions des conventions et du présent protocole sera tenue à indemnité s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous ces actes commis par les personnes faisant partie de ces forces armées. Donc, cet article, on peut constater à travers cet article que grâce à la réaffirmation du principe de la responsabilité internationale des États pour violation de jus in bello, cette dernière s'étend non seulement aux violations du droit classique, mais aussi aux violations des règles insérées en 1977, à savoir les articles déjà cités, 35 paragraphe 3 et 55 relatifs à la protection de l'environnement naturel, sans oublier l'article 53 relatif aux biens culturels. Or, la difficulté, ou parmi les difficultés de l'engagement de cette responsabilité, est que par une lecture à contrario de l'article 91, cette responsabilité internationale n'est pas systématiquement engagée. Cela inclut notamment le cas des destructions de n'importe quel élément de l'environnement. Donc, par exemple, le principe de nécessité militaire, largement admis en pratique internationale, peut s'exprimer de deux manières. L'une centripète, elle limite donc les dommages, et donc il peut être aussi un principe qui peut servir en tant que justification, voire il va justifier l'endossement des destructions de l'environnement en autorisant certaines formes de violence ayant des incidences graves sur l'environnement et par conséquent ouvrant une brèche dans les efforts internationaux d'engagement de la responsabilité d'Israël. Aussi, l'évaluation de cette nécessité militaire n'obéit pas à des paramètres objectifs et la question de cette évaluation de la nécessité, elle soulève aussi le problème du risque d'arbitraire militaire sur le champ de bataille. Outre la responsabilité internationale d'Israël pour violation du jus in bello ou du jus ad bellum, on peut se demander aujourd'hui si, en présence de dommages étendus, graves et durables à l'environnement palestinien, qui dépassent le cadre du territoire palestinien, est-ce possible de reconnaître aujourd'hui une sorte d'intérêt collectif à agir en justice et admettre une sorte d'actio popularis dans le cadre d'une responsabilité fondée sur la violence d'obligation erga omnes. N'est-il pas vrai que les dommages causés, par exemple, au patrimoine culturel palestinien, déjà évoqué, représentent un appauvrissement pour l'humanité toute entière ? En définitive, la complexité des règles de protection internationale de l'environnement en temps de conflit armé font de la mise en cause de la responsabilité internationale d'Israël une tâche, disons, ardue. S'agissant enfin de la responsabilité pénale individuelle pour atteinte à l'environnement et l'indispensable reconnaissance d'un crime d'écocide, si au passé l'idée de l'irresponsabilité du roi qui incarne la puissance publique et qui a été pendant longtemps reconnue, on se demande si aujourd'hui la fameuse maxime selon laquelle le roi ne peut mal faire s'est métamorphosée en une nouvelle maxime, fidèle toutefois et malheureusement à la réalité. Les forces d'occupation israéliennes ne peuvent mal faire et continuent ainsi de jouir de cette immunité. Depuis des années, le tribunal de Nuremberg a affirmé l'applicabilité directe du droit international à des individus en cas de violation de ce droit, posant ainsi le principe en droit international, un principe qui est cardinal, celui de la responsabilité individuelle pour crime de droit international, réaffirmé d'ailleurs dans l'article 25 du statut de la CPI. Aujourd'hui, plus que jamais, l'incrimination des atteintes à l'environnement s'impose comme gage d'effectivité et de cohérence de la protection internationale de l'environnement.
Comme le note à juste titre le professeur Cosnar, compte tenu de leur ampleur et de leur gravité, seuls les plus hauts responsables peuvent matériellement en être les auteurs, que ce soit au stade de la planification ou de l'exécution à grande échelle. On peut donc se demander si ces atteintes à l'environnement commises par les forces israéliennes rentrent dans l'une des principales catégories de crimes de droit international. Et est-ce aisé d'affirmer que le crime contre les éléments de l'environnement répondent aux critères de crime contre l'humanité ou de crime contre la paix et la sécurité internationale ou encore un crime de guerre? D'abord, il est à rappeler qu'après un remaniement du projet du Code de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, adopté en 1966, les destructions délibérées de l'environnement ne sont plus considérées malheureusement comme origine de crimes autonomes. S'agissant des crimes contre l'humanité, professeur Haïkel Ben Mahfouz souligne que la gravité du dommage et son étendue n'ont pas pu suffire pour inclure les violations parmi les crimes contre l'humanité. Ces derniers devront répondre à des critères liés au contexte, à la gravité, au caractère massif ou systémique des violations, à la qualité de la victime, à la nature des faits, à l'auteur et au mobile de l'acte. Il était difficile de considérer les atteintes à l'environnement comme telles. Enfin, examinés au titre de la troisième catégorie de crimes internationaux, à savoir les crimes de guerre définis par l'article 8 du statut de Rome, ni la coutume, ni les textes en vigueur ne permettent aujourd'hui de reconnaître l'existence d'un crime de guerre contre l'environnement naturel de façon autonome. Il ressort donc de ce qui précède que pour les atteintes à l'environnement, ils ne peuvent en aucun cas être qualifiés comme crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ou autres. Toutefois, le système donc pénal à l'égard de l'environnement nous semble limité, voire incohérent. De plus, de par la nature pénale de la matière, les interprétations sont strictes, le raisonnement par analogie aussi n'étant pas admis, mis à part les restrictions qui découlent du principe de la légalité des crimes. Tous ces éléments soulignés peuvent expliquer aujourd'hui à quel point l'engagement de la responsabilité pénale individuelle dans le cas du conflit israélo-palestinien demeure, disons malheureusement, très très compliqué. Merci pour votre attention.